l'opinion publique. On m'a demandé dans ce contexte de produire un chapitre sur les relations entre les médias d'information et l'opinion publique au Canada et plus spécifiquement sur l'enjeu de l'immigration. C'est un ouvrage qui sera destiné à des étudiants de cycle supérieur ou fin de baccalauréat qui sont inscrits à des cours sur l'opinion publique. C'est l'auditoire ciblé pour cet ouvrage dans lequel le chapitre est appelé à paraître. Alors, dans ce chapitre, dans cette communication aujourd'hui, je vous soumets deux propositions principales. La première, et qui est la plus générale, est que nous gagnerions en termes de connaissances sur les relations entre la communication politique ou les médias d'information et l'opinion publique en accordant plus d'attention aux différences qui existent entre les organisations de presse, entre entreprises de presse. On a beaucoup tendance au Canada à considérer les médias d'information comme un tout, mais je propose comme argument qu'il y a des différences importantes d'une entreprise de presse à l'autre en termes de contenu et surtout d'opinion des personnes qui consomment, prennent leurs informations auprès de certaines sources plutôt que d'autres. La deuxième proposition, qui celle-là est plus spécifique, est qu'au Canada, la relation entre l'exposition aux médias d'information et l'opinion publique sur l'immigration peut prendre des directions différentes selon les sources d'information, les entreprises de presse dont nous parlons. Dans ce chapitre-ci, je parle de relations entre médias et opinion publique. Je prends bien garde à ne pas faire d'affirmation sur la direction de la causalité. Premièrement, les données que j'utiliserai ne me permettent pas de faire une telle démonstration sur la direction de la causalité, mais alors évidemment, on peut faire deux hypothèses. Là, bien sûr que les médias d'information peuvent influencer l'opinion des citoyens à l'égard de l'immigration, mais aussi que certains citoyens peuvent choisir de prendre leurs informations auprès de certaines sources particulières en sachant que le point de vue que certaines entreprises de presse offrent sur l'actualité politique concorde davantage avec leurs prédispositions. Alors, je disais il y a un instant qu'au Canada, et j'ajouterais aussi aux États-Unis, on a beaucoup tendance à examiner la relation entre consommation des médias et opinion publique en faisant abstraction de la plupart des différences qui peuvent exister entre entreprises de presse. Par exemple, dans les études électorales, l'exposition aux médias est généralement mesurée avec des questions qui vont faire des différences par type de médias, télévision, journaux, radio, Internet, etc., médias sociaux de plus en plus. Mais beaucoup plus rarement, on va faire des différences entre entreprises de presse. Cette façon de mesurer découle probablement d'une certaine conception du système médiatique nord-américain, une certaine conception selon laquelle la structure du système médiatique nord-américain serait peu liée à celle du système politique. Autrement dit, qu'il existerait un faible niveau de parallélisme entre le système politique et le système médiatique. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de la presse en Amérique du Nord, 18e, 19e siècle, la presse était essentiellement une presse partisane qui épousait les clivages partisans et idéologiques qu'on retrouvait dans la société. Mais au début du 20e siècle, la commercialisation des médias d'information et la professionnalisation du journalisme ont considérablement aplani ces différences, si bien qu'il est communément admis qu'au Canada et aux États-Unis,
le degré de parallélisme est plus faible que ce qu'on peut observer dans plusieurs pays européens. Ce constat, cette prémisse, on la retrouve aussi chez les analystes de contenu des médias qui, au Canada, concentrent davantage leur attention sur des différences régionales. Par exemple, dans son ouvrage sur les dynamiques de l'agenda setting au Canada, Stuart Soroka, qui, j'en profite pour vous le dire, sera en conférence au CECD dans 2 semaines, Stuart Soroka s'emploie à faire une démonstration qu'il existe au Canada un agenda médiatique commun qui transcende les différences régionales avec quelques bémols pour la couverture d'enjeux qui sont liés à la place du Québec dans la Fédération canadienne, mais que d'une manière générale, on trouve peu de disparités régionales. Plus récemment, Elisabeth Guedin-Gill a fait un constat semblable dans un chapitre, une contribution à un ouvrage collectif sur la communication politique où elle documentait l'existence d'un agenda pan-canadien lors d'une élection fédérale, je crois que c'était celle de 2006. Il y a des raisons de croire toutefois que cette situation a connu des changements au cours des dernières années ou des décennies les plus récentes. Et ces changements ont été particulièrement perceptibles et commencent à être documentés chez nos voisins américains où on constaterait une polarisation accrue du système médiatique aux États-Unis. Les médias qui ont une coloration politique ont toujours existé, mais ils ont eu tendance à être considérés comme des exceptions. Je pense par exemple aux radios parlées qui sont souvent de tendance conservatrice, mais des exceptions qui ne sont pas suffisantes pour caractériser l'ensemble du système médiatique. Le développement de Fox News, puis le réalignement de certaines chaînes d'information par câble aux États-Unis a contribué à modifier cette situation. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il en est au Canada. Au cours des 2 dernières années, j'ai travaillé avec certains collègues du groupe de recherche en communication politique à une enquête faite auprès d'experts canadiens dans laquelle on leur a demandé de positionner les médias canadiens sur des axes idéologiques, un peu comme on le fait avec des enquêtes d'experts pour positionner des partis politiques. L'une de nos questions portait non pas sur l'immigration, mais sur les enjeux liés à la diversité religieuse. Et on avait demandé à ces experts, des professeurs de communication, de journalisme, de communication politique, de positionner des médias d'information, vous en voyez une quarantaine ici, sur un axe selon qu'ils offrent une couverture qui est plus ou moins favorable aux accommodements envers la diversité religieuse. Et vous pouvez voir par ce graphique que même si plusieurs entreprises de presse sont perçues comme offrant une couverture relativement équilibrée, on trouve une diversité de positionnements perçus de ces entreprises de presse. Certaines apparaissant plus favorables aux accommodements religieux, c'est le cas de CBC, du Toronto Star, d'autres apparaissant moins favorables à des accommodements religieux. C'est le cas de plusieurs stations de radio, mais aussi de certains médias québécois comme le Journal de Montréal, TVA et des radios de la région de Québec. Alors, qu'en est-il du côté de l'opinion publique? Est-ce que les personnes qui s'informent auprès de certaines entreprises de presse que d'autres ont des opinions différentes en lien avec l'enjeu de l'immigration? Alors, je vous propose une analyse qui s'appuie sur des données recueillies dans le cadre du projet Making Electoral Democracy Work que notre collègue André Blais a dirigé au cours au cours des années 2010. Plus précisément, j'utilise des données recueillies lors de l'élection fédérale de 2015. Elles ont été recueillies dans 3 provinces que l'équipe avait choisies, les 3 provinces les plus populeuses au Canada.
Et dans leur enquête, on a demandé aux gens quelle était leur principale source d'information au sujet de cette élection. Et les gens avaient une liste des principaux médias d'information de leur province et ils étaient invités à sélectionner les médias qu'ils consultaient sur une base quotidienne pour s'informer sur l'élection. C'est une enquête dans laquelle on retrouvait aussi 3 mesures d'opinion sur l'immigration que j'ai codées ici sur une échelle commune de 0 à 1, selon qu'elle révèle une opinion négative ou positive à l'égard de l'immigration. Une première question générale qui demandait si les gens croient que le Canada devrait accueillir plus d'immigrants ou moins d'immigrants. Là-dessus, on observe une moyenne de 0,41 avec très peu de différence entre les 3 provinces. Les 2 autres questions étaient liées à des enjeux plus spécifiques, circonstanciels au moment de l'élection. C'est un moment où on vivait, vous vous en rappellerez, la crise des réfugiés syriens. Il y avait eu cette photo du jeune Alan Kurdi sur une plage grecque et donc on demandait est-ce que vous approuvez ou désapprouvez la manière dont le gouvernement conservateur gère cette crise. C'était une stratégie de gestion de crise qui faisait relativement peu de cas de l'accueil des réfugiés, qui était davantage axé sur la lutte contre le terrorisme, alors que les libéraux et les néo-démocrates revendiquaient qu'on accueille plus de réfugiés. Encore là, assez peu de différences selon les provinces. Et finalement, la dernière question était liée à un jugement de la Cour fédérale d'appel qui avait déclaré inconstitutionnelle une décision d'un tribunal de première instance de bannir le niqab durant les cérémonies de serment de citoyenneté. Alors, on demandait aux gens, est-ce que vous pensez qu'une femme devrait avoir le droit de porter une niqab durant une telle cérémonie? Et là, il y a des opinions qui étaient assez différentes selon la province habitée. Alors, j'ai 2 graphiques. J'ai un graphique et un tableau à vous présenter. Le premier graphique ici indique l'écart, la différence de moyenne par rapport à ces 3 enjeux, la différence de moyenne des personnes qui ont comme source importante d'information chacune des entreprises de presse énumérées à la gauche de votre écran. Vous pouvez voir qu'il y a des différences significatives qui sont assez nombreuses. On voit que d'une manière générale, les gens qui ont comme source d'information importante CBC, le Globe and Mail, même le National Post, Huffington Post, Toronto Star, Le Devoir, Montreal Gazette ont d'une manière générale des opinions plus favorables à l'immigration que les gens qui n'ont pas ces sources d'information, alors qu'à l'inverse, les gens qui ont TVA, le Toronto Sun, le journal de Province dans la région de Vancouver, ont aussi le réseau de télévision Global, ont des opinions plus négatives envers l'immigration. Et puis finalement, il y a quelques entreprises de presse, notamment le réseau de télévision CTV, pour lequel on n'observe pas beaucoup de différences. Donc, ce qu'on voit ici avec ces 16 médias et ces 3 enjeux, c'est que sur les 48 différences de moyenne, il y en a 35 sur 48 qui sont statistiquement significatives. Rapidement, ici, je vous présente un tableau avec des résultats d'analyse multivariés où on prend en considération on contrôle pour l'exposition aux autres entreprises de presse, mais aussi les variables sociodémographiques habituelles ainsi que l'identité partisane. Alors, par exemple, première ligne en haut dans le cas de CBC, on observe en Colombie-Britannique et en Ontario que les personnes qui ont CBC comme source d'information ont des opinions plus positives envers l'immigration, peu importe lequel des 3 indicateurs
on observe. Il en va de même pour le Toronto Star et quelques autres médias. Et à l'inverse, les gens qui ont le Toronto Sun, TVA comme source d'information sont plus susceptibles d'avoir des opinions négatives. Lorsqu'on applique toutes ces variables de contrôle, il nous reste une trentaine de coefficients sur les 78 que vous voyez sur le tableau qui sont statistiquement significatifs. Au total, on constate donc que si on s'en tient à des analyses bivariées, 35 des 48 différences de moyenne étaient significatives. Ça diminue à 30 sur 78 quand on applique tous les contrôles. Et c'est surtout une fois qu'on applique le contrôle pour l'identité partisane que le nombre de coefficients statistiquement significatifs diminue. Donc, en conclusion, on constate que il y a des relations entre l'exposition des Canadiens aux médias d'information et leur opinion à l'égard de l'immigration, mais que cette relation, elle va dans des directions diverses selon les entreprises de presse dont il est question. Et donc, si on néglige de prendre en compte cette variable organisationnelle, on est probablement susceptible de sous-estimer le rôle de la communication politique et le rôle des médias d'information en particulier dans l'exercice de la citoyenneté démocratique. Alors, je m'arrête là-dessus et ça me fera plaisir de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup, Fred. I think lots to discuss, but we will have even more to discuss after Sam presents a co-authored paper, Intégration identitaire et immigration. And the floor is yours, Sam. Je vais parler en français. La présentation sera en français, en fait. Donc, merci d'être là. On va discuter ensemble de l'intégration identitaire et plus précisément d'un modèle dynamique pour intégrer une nouvelle identité. Donc, juste avant de commencer avec la théorie et notre processus, je voulais remercier l'équipe de recherche avec qui je travaille, donc Roxane et Jean-Marc. On a vraiment fondé ça ensemble. On a commencé ça ensemble. Et je veux remercier aussi Éric Lacourse et Sébastien Itu, deux professeurs à l'Université de Montréal, qui se sont joints à l'équipe un peu plus tard et qui nous aident à développer le projet plus loin. OK, donc l'immigration dans un contexte de COVID-19. L'immigration, c'est un des défis les plus importants pour nos sociétés. Donc, nos sociétés sont de plus en plus diverses et différents groupes et cultures doivent se côtoyer, travailler ensemble pour essayer de trouver un fonctionnement le plus harmonieux possible. Par contre, ce fonctionnement harmonieux-là, il n'est pas toujours si facile et évident, surtout lorsque certaines valeurs ou buts d'une culture entrent en contradiction avec une autre culture. Et là, si en plus on ajoute un contexte de pandémie, là, les enjeux de l'immigration peuvent être encore plus complexes. Certaines personnes blâment les immigrants, comme quoi c'est eux autres qui propagent le virus parce qu'ils se déplacent d'un territoire à un autre. Certaines personnes se sentent menacées par les immigrants. Et aussi, il y a tout l'aspect des politiques d'immigration qui est devenu plus compliqué parce que lorsqu'on se déplace d'un territoire à un autre, on demande de l'isolement, puis ça, ce n'est pas toujours évident quand on va dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Donc, au final, les différences entre les cultures, accentuées par les complications de la pandémie, peuvent générer plus de préjugés et diminuer le bien-être des immigrants et aussi du groupe majoritaire. Donc, pour pouvoir adresser les enjeux ou les problèmes de l'immigration, il faut considérer deux points de vue. Celui de l'immigrant qui arrive dans le nouveau pays, la culture d'accueil, mais il faut aussi considérer les personnes qui vivent dans la culture d'accueil et qui accueillent les nouveaux immigrants. De nombreux chercheurs ont proposé que l'intégration identitaire puisse favoriser la cohabitation entre deux personnes de différentes cultures ensemble. Donc, c'est quoi l'intégration identitaire? Ça consiste à intégrer une nouvelle identité dans notre concept de soi. Donc, la nouvelle identité
va faire partie de notre mode de vie, de nos valeurs, de nos principes et plus globalement de qui on est. Et encore une fois, il faut s'y intéresser de deux points de vue. Celui de l'immigrant, celui qui va devoir intégrer l'identité de la nouvelle culture, mais aussi celui du groupe majoritaire qui voit des nouvelles cultures s'intégrer à son groupe et qui doit composer avec ça, intégrer les nouvelles cultures. Donc, on sait que l'intégration identitaire, ça peut favoriser la cohabitation entre différentes cultures. Et là, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer une nouvelle identité? Il y a eu plusieurs modèles qui ont tenté d'expliquer l'intégration identitaire. Par exemple, il y a eu la théorie de l'acculturation de Berry, le modèle biculturel de Bennett-Martinez. Toutefois, je ne vais pas aborder en détail ces deux modèles-là. On va plutôt se concentrer sur le modèle cognitif développemental de l'intégration identitaire. Donc, c'est celui que vous voyez sur la figure en ce moment. Et plus précisément, on va se concentrer sur le carré jaune qui est encerclé d'un cercle rouge. Donc, cette théorie-là propose des étapes qui vont mener les personnes à intégrer une nouvelle identité. Donc, ces étapes-là sont cognitives et très brièvement, la première, c'est la catégorisation. C'est un état cognitif où est-ce que la personne perçoit beaucoup de différences entre sa nouvelle identité et ses anciennes, ou en fait, ses identités actuelles. Donc, la personne aura tendance à rejeter la nouvelle identité. Durant la compartimentation, les deux identités font partie du concept de soi de la personne. Par contre, ils ne peuvent pas être activés en même temps. Ça va dépendre du contexte social dans lequel la personne elle est. Si elle est dans un contexte qui favorise la nouvelle identité, la personne va s'identifier juste avec la nouvelle identité et vice-versa. Durant l'intégration, les deux identités font partie du concept de soi et sont intégrées l'une dans l'autre. Et ça peut se faire à travers deux processus. Le premier, c'est tisser des liens cognitifs entre les deux identités. Donc, plus il y a de liens cognitifs, plus la personne est intégrée. Ou sinon, on pourrait créer une catégorie plus large et englobante qui pourrait inclure les deux identités conflictuelles. Et bien sûr, les carrés bleus, ça signifie que l'intégration identitaire se mène à des outcomes positifs, dont moins de préjugés et plus de bien-être. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des étapes cognitives à l'intégration identitaire. Plus une personne aura des liens cognitifs entre ses identités, plus elle sera intégrée. Et on sait aussi que l'intégration identitaire n'est pas forcément linéaire. Donc, les processus qu'on a vus, ça ne respecte pas, une personne pourrait ne pas respecter cet ordre-là et elle pourrait même sauter complètement une étape. Donc, il y a un certain dynamisme dans ce processus d'intégration-là. Et ce qu'on ne sait pas, c'est le processus dynamique par lequel une personne va interagir avec son environnement pour apprendre une nouvelle identité et, au final, pouvoir l'intégrer. Donc, le but du présent projet, c'est de concevoir un modèle dynamique de l'intégration identitaire qui va être basé sur les théories de l'apprentissage bayésien. Puis là, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage bayésien? Bien, on va juste voir un des modèles ensemble avant de l'aborder plus en détail. Donc, le modèle que vous voyez, on a été le piger dans le champ des neurosciences. Il a été développé par Thurston et collègues. Et la clé derrière ce modèle-là, c'est l'optimisation, qu'on pourrait traduire en tant qu'apprentissage bayésien pour la présentation. Eux autres disent que l'optimisation, ça va permettre aux personnes de changer leurs croyances ou leur identité en fonction des perceptions et des actions que tu fais dans ton environnement. Puis une personne, plus elle est optimisée, plus elle comprend bien son environnement, donc plus il y a de similarités entre la manière dont elle conçoit son environnement et ce qu'elle perçoit dans son environnement. Il y a 4 éléments clés dans le modèle, donc l'environnement, la perception, les états internes et les actions. L'environnement, c'est la situation ou le contexte dans lequel la personne se trouve en ce moment même. Les perceptions, ce sont les informations que la personne va aller tirer dans son environnement et qui va les informer sur ses croyances. Les états internes, bien, en fait, c'est les croyances. C'est la manière dont la personne comprend son environnement. Et ça va venir influencer les actions ou les comportements que la personne va faire dans son environnement. Et là, on voit que le modèle il est itératif, il tourne tout le temps parce que la personne est toujours dans un processus de compréhension de son environnement. On a mis 2 flèches au centre juste pour
modéliser le fait que la personne pourrait avoir des perceptions qui mènent tout de suite à des actions, comme par exemple un réflexe, et tes actions peuvent ne pas avoir d'influence sur l'environnement et tout de suite mener à des perceptions. Les recherches qui ont été faites sur ce modèle-là ont utilisé des perceptions très basiques, donc la perception de bruit ou la perception de couleur ou de changement de température pour modéliser le changement de croyance. Il n'y a pas vraiment eu d'études qui ont été faites sur des processus plus complexes, dont l'intégration identitaire. Donc, c'est ce que nous, on propose, puis c'est ce que nous, on va amener. Donc, on arrive avec ce modèle-là, qu'on a appelé le modèle bayésien de l'intégration identitaire. Vous pouvez voir qu'on retrouve encore la loupe itérative de Friston et on a ajouté les étapes d'intégration identitaire de la théorie d'Amiot et collègues. Par contre, on n'a pas juste mix and match les deux modèles, on a aussi ajouté les besoins. Et pourquoi en fait les besoins sont là? C'est qu'on argumente que les besoins viennent filtrer les perceptions qui vont informer nos croyances internes. Donc, dans le fond, dans notre environnement, il y a beaucoup d'informations et on ne peut pas tout percevoir ça. Et ce qu'on va percevoir, nous, on argumente, ce qui rentre, donc les perceptions, vont être filtrées en fonction des besoins. Donc, si jamais je suis quelqu'un d'affamé et que je n'ai pas été nourri pendant une très longue période de temps, bien là, toute mon attention, mes actions vont être centrées sur le fait de trouver de la nourriture, puis je ne risque pas de me questionner vraiment sur c'est quoi mon identité de Canadien ou de Québécois. Ce processus-là qu'on propose, il est très complexe, il est dynamique, il est gros. Donc, les premières étapes qu'on va faire dessus, on ne va pas considérer le modèle en entier, on va juste considérer des petites parties, juste pour commencer. Donc, les parties que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on compte considérer comme première étape. On va s'intéresser à comment est-ce que la perception va venir changer notre niveau d'intégration identitaire. Donc, si je résume l'apprentissage bayésien en 4 points rapides, c'est une technique qui va être mathématique pour modéliser et quantifier le changement de nos croyances. Donc, les croyances, ça inclut entre autres les croyances qu'on a par rapport à nous-mêmes, l'identité. Nos croyances vont être modifiées en fonction de nos perceptions et nos actions. Par contre, pour le moment, on va juste se concentrer sur les perceptions. C'est basé sur le principe d'incertitude. Donc, ce qu'on perçoit, ce qu'on croit, ça a tout un degré d'incertitude. Donc, on est tous des êtres humains, on n'est pas trop sûr de ce qu'on perçoit ou de qui on est. Donc, il faut modéliser ça. Et pour modéliser le changement d'identité, on va utiliser le calcul bayésien qui va quantifier le changement de probabilité de nos croyances. Donc là, on va rentrer dans le calcul bayésien à proprement parler. À gauche, j'ai mis l'équation mathématique, mais on va plus se concentrer sur la figure à droite. C'est plus instinctif à comprendre. Donc, on a trois courbes. Chaque courbe est une courbe de probabilité. Donc, l'a priori, c'est notre croyance initiale, notre croyance identitaire initiale autour d'une valeur d'intégration. Et ce qu'il y a autour, c'est la distribution de probabilité sur d'autres valeurs d'intégration identitaire. L'évidence, c'est la distribution de probabilité d'intégration identitaire lorsqu'une personne perçoit quelque chose dans son environnement. Donc, lorsque la personne elle obtient une nouvelle donnée, une nouvelle information qui l'informe. Et la dernière courbe, la courbe plus verte, le posterior ou la posteriori, ça, c'est la combinaison des deux premières courbes qui va être, dans le fond, qui représente notre changement de croyance. Donc, notre croyance avant était le prior, l'a priori, et notre croyance après l'apprentissage, va être notre posterior, ou la posteriori. Donc, dans le fond, pour faire le calcul bayésien, il nous faut deux courbes de probabilité, l'a priori et l'évidence. Les avantages de cette approche-là, c'est que ça permet de concevoir comment une croyance a priori se transforme en croyance a posteriori après un apprentissage. Il me reste 2 minutes, merci. Ça permet aussi de modéliser l'incertitude en termes de probabilité qui est inhérente à tous les êtres humains. Puis ça permet aussi d'atteindre une modélisation plus dynamique de l'apprentissage parce que l'a priori devient la posteriori, puis là, la posteriori devient notre nouvel état
actuel, donc notre a priori, qui peut être sujet à un nouvel apprentissage, puis ça tourne tout le temps comme ça. On n'a pas encore d'études sur les immigrants, donc on va se concentrer sur une étude qu'on a faite sur le cannabis. Donc, comment est-ce que les Canadiens ont intégré le cannabis dans leur culture? On a eu 3 temps de mesure, une en 2018, une autre un mois plus tard en 2018, puis une autre un an plus tard en 2019. Vous avez les temps de mesure, vous avez l'échantillon ici. Ça, c'est les questions qu'on a demandées à nos personnes. On avait 3 questions pour l'identité, puis une question pour la perception. Ici, on s'est intéressé à la perception d'une norme sociale. Donc, à quel point les autres utilisent, consomment le cannabis, va venir me renseigner à quel point le cannabis est intégré dans mon identité culturelle. Pour le moment, on n'a pas encore de données à vous présenter, donc le modèle est encore nouveau et on révise le code qu'on a créé pour faire le calcul bayésien. Par contre, on demeure confiant que le modèle bayésien peut apporter des nouvelles réponses à notre compréhension des processus dynamiques de l'intégration identitaire. Et en parallèle à cette étude-là, on essaie de développer une étude avec des jeux vidéo où est-ce que les participants qui ne se connaissent pas vont venir en laboratoire, jouer à un jeu vidéo coopératif et, on l'espère, former une identité de groupe ensemble et on espère regarder le modèle bayésien au travers de leur jeu en équipe et comment ils vont développer une nouvelle identité au travers de ça. Donc, j'apprécie beaucoup les questions et commentaires que vous allez avoir pour moi. Merci beaucoup pour votre temps et votre patience. Je vais enlever le partage. Oui. Okay. So we will continue in the same way we did yesterday, though I think there was some discussion about whether this was the right way to continue. We shall nevertheless continue in this manner, which is we will take a round of questions and then we'll have a round of responses. And then we will hopefully have a time for a second and perhaps even a third set of questions and responses. So if anybody would like to be in the first group of questions, please either, you can send it in a chat to me if you prefer not to talk, or you can raise your hand and talk, which is of course possible. I see Ruth. Anyone else? Okay, and Fernando. Okay, so let's start with Ruth and then Fernando, and then we'll go maybe a second round. Ruth? Merci. Je vois que ma connexion Internet n'est pas très stable, donc si jamais ça coupe, je vais vous le dire. Ah, vous allez le voir, j'imagine. Question pour Frédéric. J'ai bien mis la diapositive avec les médias et à quel point l'information qu'ils donnent serait balanced ou pas. Ma question pour toi, c'est, puisque je ne connais pas très bien tous ces médias d'information, c'est est-ce que ce qu'on voit, c'est surtout une différence entre les médias de qualité et les médias plus populaires, ou est-ce que même comme parmi une classe, mettons, de médias, différents types de médias de qualité, il y a quand même des différences qu'on pourrait nommer plus idéologiques. Merci. Fernando? Désolé, désolé, j'attendais. Merci beaucoup. Je trouve très intéressant les deux papiers. J'ai quelques questions pour Frédéric et aussi pour Samuel. En commençant par le dernier papier, c'est vraiment intéressant. Je suis beaucoup intéressé par la psychologie politique, donc c'est cool de voir votre travail. J'ai quelques questions en termes de concepts et surtout de théorie. La première question, c'est en termes de flèches que vous montrez. Est-ce que, parce que vous pensez que l'environnement va influencer la perception et que les croyances vont être influencées par les perceptions. Mais est-ce qu'on peut croire aussi que notre propre perception va influencer l'environnement et aussi, surtout, que nos croyances vont influencer aussi les perceptions? Donc,
En fait, vous proposez des flèches qui vont dans un sens, mais peut-être qu'il y a aussi des flèches qui vont dans un sens, le sens contraire aussi. Donc, je me demande si c'est le cas, si vous pensez discuter ça dans votre recherche ou non. La deuxième question, c'est, je me demande si on a deux identités, donc une identité sur laquelle le a priori est basé et une autre identité qui pousse le changement. Je me demande pourquoi est-ce qu'on devrait changer autant, parce que même si, OK, s'il y a une autre identité qui nous pousse à changer, mais il y a toujours la première identité qui a influencé l'a priori. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait attendre un changement? Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre un changement substantiel? La deuxième question, c'est en termes d'assumption, parce que vous pensez, par exemple, mon interprétation, c'est que vous pensez que les deux identités vont avoir le même degré d'importance. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, le cas du cannabis? Pour moi, par exemple, ce n'est pas du tout important. Donc, je pense, et ça, c'est lié à ma deuxième question. Donc, pourquoi est-ce que je devrais être influencé par cette identité? Est-ce que vous pensez d'intégrer l'importance de chaque identité dans votre modèle et comment les degrés d'importance ont influencé les résultats? La quatrième question que j'ai, c'est, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les civic duty to vote. Et là, c'est une croyance morale aussi. Et on a beaucoup de recherches qui indiquent que les croyances morales sont vraiment stables, qu'on ne change pas facilement. Donc, comment est-ce qu'on peut lier cette recherche-là avec votre modèle? Sinon, j'ai une dernière question, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre présentation. Je me demande si c'est possible d'analyser aussi les contenus de ces différents médias par rapport à l'immigration et si vous pensez d'investiguer ça. Donc, est-ce que, parce que vous démontrez qu'il y a un lien en termes des gens qui ont biais vers les contre ou pour les immigrants, est-ce que vous proposez aussi, pas analyser seulement ces individus-là, mais aussi les médias en tant que tels et analyser les contenus des médias et comment on peut faire les liens entre les gens qui regardent ces médias, qui consomment les médias et les contenus de ces médias en tant que tels. Mais sinon, merci beaucoup pour les présentations. Merci. Samuel, est-ce que j'y vais en premier? Oui, vous pouvez y aller. Je vais compléter après. Merci, Ruth et Fernando. Je vais partager à nouveau les deux diapositives principales auxquelles vous avez référé. La question que tu poses, Ruth, est intéressante. Est-ce que les différences qu'on observe recoupent une dichotomie qu'on pourrait faire entre les médias dits populaires versus ceux de qualité? La notion de médias de qualité et en particulier de journaux de qualité, c'est une notion qui est bien existante dans les études sur le journalisme, à laquelle on donne habituellement une signification assez restrictive, c'est-à-dire qu'on va dans la littérature considérer comme un journal de qualité un journal qui, dans son système médiatique, est conçu comme étant un journal de référence, souvent assez élitiste. Dans le système médiatique québécois, le Devoir a ce statut-là. En France, les collègues français considèrent que Le Monde a ce statut. On observe ici que les médias qui ont tendance à présenter un point de vue plus conservateur ou sur la question de l'immigration, un point de vue moins favorable à l'immigration, tendent un peu à être des médias qu'on pourrait qualifier de tabloïdes,
ou de médias plus populaires. Mais ce que je trouve intéressant par ailleurs, c'est surtout de constater que dans une même catégorie de médias, on en observe qu'il y a certains médias pour lesquels l'opinion de leur public est orientée, alors que pour d'autres, elle ne l'est pas. Et c'est assez évident lorsqu'on regarde la télévision, par exemple. Bon, le réseau anglais CTV offre une couverture de l'actualité que je qualifierais, que je serais très hésitant à qualifier de populaire, sans dire que c'est une télévision de référence. Et on constate qu'il n'y a pas de lien entre l'opinion de leurs auditeurs et sur l'immigration et par rapport de différence par rapport à ceux qui ne sont pas des auditeurs de CTV. Dans le cas du Vancouver Sun, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Alors que bon, dans le cas de la presse, oui, sur le nombre d'immigrants, il y a une différence, mais sur les deux autres enjeux, il n'y a pas de différence significative. Donc, je pense que oui, c'est en partie lié au type de médias en termes de populaire qualité, mais pas complètement. Et si on avait des données si on regarde les données sur le contenu, et là, ça me permet de lier à la question de Fernando, je n'ai pas de données d'analyse de contenu. Et je n'ai pas l'intention de le regarder non plus. Mais le point de référence que j'ai, ce sont des données de perception des experts quant au contenu de la couverture. Donc, un sondage d'experts, de professeurs en communication, journalisme, communication politique, à travers les 10 provinces canadiennes, où on leur a demandé de positionner les médias selon leur perception de la couverture, favorable ou non, face à la diversité religieuse, plus précisément dans ce cas-ci. Et ce qu'on observe, c'est que les médias d'information pour lesquels l'opinion de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs sur l'immigration diffère des Canadiens qui ne sont pas des consommateurs de ces médias-là, concorde très largement avec la perception que les experts ont du contenu de ces médias-là. C'est lié sur presque chacun des médias que je vous ai présentés à la diapositive précédente. Donc, la triangulation de ces deux enquêtes, qui ont été faites de manière très indépendante l'une de l'autre, la triangulation que je fais entre les deux montre une concordance, une cohérence, en fait, entre le contenu perçu par les experts et ce qu'on retrouve dans l'opinion qu'on retrouve des lecteurs ou des téléspectateurs de ces médias. Oh, c'est à mon tour? Oui, oui. Oui, donc merci pour les questions, Fernando. La première concernait le fait de la direction des flèches. Donc, les perceptions mènent vers les croyances, mais est-ce que l'inverse ne pourrait pas aussi être le cas? Et dans le fond, oui, je le crois, puis c'est ce qu'on croit aussi dans notre équipe de recherche. Le modèle que je vous ai présenté était vraiment très simple, donc adapté pour une présentation de 15 minutes, mais il y a un modèle beaucoup plus compliqué, puis je peux t'en parler si jamais ça te fait plaisir. La manière dont on conçoit ça, c'est qu'on va essayer de prédire ce qui se trouve dans notre environnement. Donc, notre but, c'est de comprendre notre environnement de la meilleure façon possible. Et un des outils qu'on a, c'est qu'on essaie de prédire d'avance ce qu'on compte voir. Et il y a aussi toute une hiérarchie. Et là, on place l'identité au sommet de la hiérarchie et l'identité va venir un peu dépendre des niveaux plus inférieurs.
Donc, avec notre identité, on va essayer de prédire les niveaux les plus inférieurs. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, si j'ai une identité de Québécois, je pourrais m'attendre à ce que lorsque j'entre dans un commerce, que la personne me parle français. Parce qu'on est au Québec, le français est très valorisé. Donc, je fais cette prédiction-là. Et cette prédiction-là, elle est a priori. Donc, elle vient de moi et je m'attends à ça. Si jamais la personne ne parle pas français, qu'elle me parle anglais, je ne devrais pas trop être surpris parce que l'anglais, elle a quand même une bonne place ici au Québec. Mais si elle me parle dans une langue que je ne connais vraiment pas, je risque d'être surpris, je risque de ne pas comprendre la langue, même pas savoir c'est quoi la langue qu'elle me parle. Et là, je devrais avoir ce qu'on appelle une erreur de prédiction qui vient corriger ce dont je m'attendais à voir. Donc, corriger l'a priori et le transformer en a posteriori. Donc là, je viens de faire un mini apprentissage. OK, ben on a beau habiter au Québec, ce n'est pas tout le monde qui parle le français, même au service à la clientèle. Une autre de tes questions, c'était l'importance qu'on accorde à quelque chose. Donc, par exemple, il y a eu la légalisation du cannabis. Moi, je n'accorde pas vraiment d'importance au cannabis. Je ne consomme pas de cannabis. Je ne crois pas que le cannabis va avoir un si gros impact sur ma vie. So what? Généralement, les identités qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on va accorder aussi de l'importance à ça. Donc, par exemple, si je devais me définir en 3 catégories, 3 identités, je dirais que je suis étudiant, que je suis aussi assistant pour ma professeure Roxane et que je suis un instructeur chez Énergie Cardio. Puis, grosso modo, le cannabis n'a pas vraiment de place dans la manière dont je me définis envers moi-même et envers les autres. Donc, c'est normal que même s'il y a un changement dans notre société, on n'utilise pas cette étiquette-là pour nous définir. Donc, le changement a eu lieu, mais encore une fois, so what? Donc, généralement, ce qu'on va, dans le fond, voir dans les réponses, c'est que la personne, lorsqu'on lui demande si elle a intégré le cannabis, elle va dire non, je ne l'ai pas intégré, ça ne me définit pas. Le genre de personne qui aurait intégré le cannabis, ça serait quelqu'un qui dit ah oui, je vois des modifications dans mon mode de vie par rapport à ça, que ce soit autant positif. Par exemple, je me suis mis à consommer du cannabis, je me suis mis à défendre ça, les personnes devraient pouvoir consommer du cannabis, ou que ce soit négatif. Donc, je me bats pour qu'on revienne avant où est-ce que la légalisation n'avait pas eu lieu, puis les personnes ne devraient pas consommer de cannabis. Une autre de tes questions, c'était par rapport aux croyances morales instables. Donc, dans le fond, on a toute une certaine morale et des fois, elle peut fluctuer, je suppose. Je ne suis pas vraiment un expert dans ce champ-là, mais je suppose que nos croyances morales doivent être liées aux identités. Donc là, tu me corrigeras si jamais ce que je dis pourrait entrer en conflit avec l'état de la littérature. Mais, par exemple, selon moi, c'est vraiment immoral de voler. Donc, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas endosser l'identité de voleur. Même chose pour tricher à un examen ou quoi que ce soit. Je ne fais pas ces choses-là. Je n'approuve pas ces choses-là. Ce n'est pas moral. Et je ne veux pas être appelé un tricheur ou un voleur. C'est un petit peu difficile d'amener des résultats là-dessus avec l'étude sur le cannabis. On n'a pas vraiment été mesurer ça. Je sais que le cannabis peut être un concept moral. Est-ce qu'on devrait consommer, légaliser, etc. Par contre, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire avec l'étude sur le jeu vidéo. Dans l'étude sur le jeu vidéo, une étude qui est encore très préliminaire, des personnes doivent collaborer ensemble pour essayer de survivre à la partie de jeu vidéo. Puis, durant la partie, les participants peuvent être mis devant un dilemme. Est-ce que je sauve ma peau au risque de laisser les autres, mes partenaires, se faire éliminer, ou est-ce que je risque ma peau et je risque la possibilité d'être éliminé en voulant essayer de sauver un de mes partenaires? Donc ça va être un des enjeux qui va être au cœur de l'étude. Et peut-être qu'il y a une certaine twist ou une certaine orientation qu'on peut prendre sur les valeurs morales, à quel point est-ce que c'est flexible et à quel point c'est relié à l'identité de groupe. Je sais aussi que tu avais une 4e question, mais elle m'a comme sauté. Je suis vraiment désolé.
Est-ce que tu t'en rappelles? Je pourrais y répondre. Je ne sais pas si j'ai le temps, parce qu'il y a d'autres questions, mais c'était un thème d'identité multiple, de l'importance de différentes identités. Parce que même si, par exemple, je suis un consommateur de cannabis, moi, j'ai aussi d'autres identités. Et pourquoi est-ce que l'identité de cannabis devrait changer mes a priori si, par exemple, mes autres identités sont plus importantes que mon identité liée au cannabis? Ah. Je vais proposer que nous restons seulement 5 minutes. Donc, let's do another round of questions and we can keep this question in the round of questions, okay? Because we want to give other people opportunity as well here. Nous avons 3 questions. Jean-François, Khaoula et Mathieu. Merci. C'est une question pour Frédéric. En fait, les deux présentations étaient fort intéressantes, mais pour Frédéric, j'ai apprécié l'ouverture, la déclaration de départ en disant que ce n'est pas un travail qui s'intéresse à la causalité, je n'ai pas les outils méthodologiques, les données pour faire un argument causal. Puis ça, je pense qu'on n'a plus le choix en 2021 de reconnaître ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que je me souviens d'avoir lu il y a une époque des travaux en communication politique qui regardaient les radios poubelles à Québec et qui disaient il y a énormément de gens qui écoutent les radios poubelles et ça augmente la polarisation politique au Québec. Ça va contribuer à la partisanerie, etc. Et moi, je vais vous donner un exemple de N, de 1. C'est-à-dire, moi, pour mon cours de politique québécoise, je me suis forcé à lire à chaque jour le Journal de Montréal. Et j'ai lu Mathieu Bock-Côté de façon religieuse pendant 1 an pour être sûr de savoir ce que la droite, disons, bien pensante au Québec, le nationaliste, la nouvelle sensibilité, pensait. Et ça ne m'a pas transformé en parfait petit conservateur. Et donc, ça m'amène à ma question. J'ai déjà vu des études où on utilisait les media markets aux États-Unis pour essayer de mesurer un effet causal de l'exposition à telle chaîne de télévision, etc. Où en est-on au Québec pour finalement arriver à cet argument causal là, qui me titille? Parce que moi, je soupçonne que les gens de droite écoutent ça puis ils deviennent de plus en plus de droite, mais si on force des gens comme moi qui ne sont pas de la droite à écouter ça, ça n'a pas d'effet, là, ces espèces de radio poubelles-là. Mais encore une fois, c'est un argument d'autorité avec un exemple, c'est-à-dire moi-même. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Merci. Khaoula. Oui, merci pour votre présentation. Désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Donc, j'avais 2 questions pour Samuel. Donc, ma première question, c'est par rapport à la définition même d'intégration identitaire. Donc, comment c'est souvent le migrant, en fait, vu le contact entre sa culture d'origine et la société d'accueil comme un conflit, un morcellement culturel et subit une certaine pression psychologique sur son système identitaire. Donc, j'aimerais savoir en fait comment vous définissez-vous l'intégration identitaire? Est-ce que c'est juste l'intégration de certains traits d'éléments de la société d'accueil qui construit en fait le système identitaire ou il y a autre chose? Et ma deuxième question, dans votre modèle bayésien d'intégration identitaire, vous avez en fait des courbes d'apprentissage, donc j'aimerais savoir quel est en fait le pont entre le passage d'une transition culturelle à la consolidation du système identitaire. Donc, voilà, merci. Mathieu? Oui, moi j'ai un commentaire ou une question pour Frédéric. Ça va aller un peu dans le même sens que Jean-François. Donc, par rapport à la dimension un peu plus causale, donc je ne pense pas qu'une simple expérimentation soit suffisante parce que je pense que ce qui est plus intéressant, c'est l'exposition continue à ces médias-là. Mais si jamais tu veux pousser cet agenda de recherche-là, peut-être que la manière la plus clean, si on veut, de faire ça, ça serait peut-être de payer, de recruter un échantillon avec mTurk ou quelque chose de similaire, puis les payer pour qu'ils regardent quelques vidéos chaque semaine pendant un petit bout de temps, pendant 1 mois, 2 mois, par exemple.
et ensuite observer le changement dans leur attitude avant et après. Donc, avec quelque chose de similaire, on pourrait peut-être observer un effet de l'exposition continue aux médias, ou sinon peut-être regarder, identifier une période où il y a une création d'un nouveau média, puis regarder le changement des opinions suite à la création de ce média-là. Donc, là, je pense peut-être il y a la chaîne Novo qui va être créée. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais je ne suis pas sûr que Novo soit assez polarisant pour mesurer quelque chose de significatif. Mais s'il y aurait une autre situation qu'on pourrait identifier quelque chose de similaire, ça pourrait être intéressant. Bon, cette fois-là, je crois que nous pouvons commencer avec Samuel, non? Oui, oui, ça va me faire plaisir. Donc, pour répondre à la question de Kaoula, premièrement, la définition de l'intégration identitaire, bon, j'avais parlé comme de deux processus, mais c'est peut-être un peu abstrait. L'un d'eux, c'est la création de liens cognitifs. Un peu plus concrètement, ça serait le fait de voir des similarités entre les deux identités. Donc, en fin de compte, le Québécois ou le Canadien et la personne d'une autre culture, c'est deux êtres humains et les cultures, bien qu'elles aient leurs différences, ils ont aussi leurs ressemblances. Donc, c'est le fait d'arriver à un point où est-ce que la personne voit des similitudes entre les deux et qu'elle comprend qu'elle peut être les deux à la fois, qu'une ne veut pas dire nécessairement le contraire de l'autre et qu'elle peut agencer les deux et se sentir plus intégrée. Donc, c'est comme ça, grosso modo, qu'on va définir l'identité. Pour ta deuxième question, les courbes d'apprentissage, c'est sûr que la manière dont on le conceptualise dans l'étude sur le cannabis, c'est très, très simple. La courbe représente simplement le degré de certitude du participant sur son niveau d'intégration identitaire, pas sur une identité, pas sur un système d'identité, simplement sur à quel point le cannabis est intégré en moi. Donc, c'est vraiment très simpliste, j'en suis d'accord, mais on est juste rendu à cette étape-là dans notre modèle. Et si je peux répondre très brièvement à la question de Fernando, comme quoi deux identités, en fait, on a plusieurs identités, c'est vrai, puis comment le cannabis va venir prendre sa place dans les identités qu'on a. La manière dont on a conceptualisé et défini l'identité de cannabis dans le questionnaire sur cette étude-là, c'était plutôt en termes de schéma. Donc, si jamais je prends une identité et que je la regarde sous un microscope, je risque de voir plusieurs choses, des valeurs communes dans cette identité-là, etc. Et si jamais je fais ça avec l'identité de Canadien, bien, je m'intéressais à savoir est-ce que les participants vont intégrer le cannabis dans cette identité-là. Fait que tout ce que je peux voir à travers le microscope, c'est des schémas. Donc, les valeurs, c'est des schémas. Puis, ce qui m'intéressait de savoir, c'était est-ce que le cannabis, en tant que schéma, va venir s'intégrer à cette identité-là. Donc, le cannabis, c'était une sous-identité, un élément d'une identité. Merci. Mathieu et Jean-François, vous évoquez différents moyens intéressants d'examiner, de tenter de circonscrire la direction de relations causales. Certaines plateformes numériques amènent aussi d'autres possibilités de faire des expérimentations qui s'approchent des conditions d'exposition normales aux médias en administrant sur une longue période un traitement à des gens qui vont, par exemple, adhérer à un groupe Facebook, alors que d'autres participants, on va les inscrire à un groupe où il y aura un traitement différent. Je pensais que tu allais me suggérer de contempler l'approche des techniques d'appariement, mais tu n'as pas été dans cette direction-là. Ce serait peut-être une autre façon de faire. L'approche des médias market pour tester, et Jean-François, tu évoquais le cas de la région de Québec. Ça peut être intéressant, mais le cas de Québec, la région de Québec, il ne faut pas le caricaturer non plus. On n'a pas un système. Il y a quelques stations de radio de Québec qui sont
déviante au terme de vraiment s'écarter des moyennes. Mais le reste de l'écosystème médiatique de la région de Québec n'est pas très différent de celui de Montréal, en fait. Donc, et quand on a des études d'opinion publique réalisées à l'échelle québécoise ou canadienne, le nombre de répondants qu'on a dans une région précise comme Québec et qui vont écouter la radio. Et puis là, écouter la radio, ce n'est pas parce qu'on s'informe par la radio dans la région de Québec qu'on s'informe nécessairement par choix ou par le FM 93, je pense que c'est 93.5. On peut s'informer par Radio-Canada aussi, qui, je pense, est la station la plus écoutée dans la région de Québec depuis quelques années. On obtient des N qui sont très faibles. Alors, c'est difficile à faire. Il faudrait faire une enquête qui est conçue, designée pour ça spécifiquement. Voilà. Well, I know that some people want to take a break because we have another Zoom call, which is on another channel at 3 o'clock. But I've been made the co-host here, so I know we have some more questions. So if the participants or anybody else would like to stay and continue the conversation, I'm hoping that maybe they will, since we have more questions. We can stay here for a few more minutes. Je vais remercier tous and everybody for their attendance and for their active participation. And we hope to see you at 3 o'clock at our roundtable.